Henri-Désiré Zouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur de rencontres diplomatiques, économiques et entrepreneuriales à portée nationale et internationale, telles que le networking, contributeur dans de grands médias à l'international, conférencier et producteur associé du JT diplomatique, est un analyste reconnu des enjeux géopolitiques et des relations internationales. À retrouver de la voix. Je note par ailleurs, et c'est quand même important de le souligner, et c'est aussi un peu malheureux qu'une certaine presse que je qualifierais de complaisante s'époumone. Depuis le Djelania Forum à Doha, au Qatar, il vous donne rendez-vous pour un JT diplomatique consacré aux grandes questions d'actualité, à leur impact sur la scène diplomatique et sur les dynamiques politico-sociales à l'échelle mondiale. RDC est une terre d'opportunités et qui mieux que ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires qui sont des hommes et des femmes de terrain pour pouvoir vendre le label RDC. Au programme, la visite de Massad Boulos en RDC et au Rwanda, la nomination du médiateur Faure Gnassingbé par l'Union africaine, le rôle des 5 facilitateurs de l'EIAC et de la SADC, le retour annoncé de Kabila en RDC, l'évolution de la situation sur le terrain, l'offensive médiatique de Kagame, les tensions entre le Mali et l'Algérie, les surtaxes douanières imposées par Trump, la guerre économique sino-américaine et enfin l'enlisement du conflit en Ukraine. Behemoth, but we're unleashing that also. That's going to be another part, but I didn't even want to mention that. It's not down here because I didn't want to mention today is about... En direct de Doha, Henri-Désiré Zouzi est l'invité de Symphorien Katindé, journaliste chez Wanjila Connect, le média panafricain basé à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Salut. Henri-Désiré Zouzi, nous saluons. Merci infiniment de m'accueillir. Ne manquez pas ce rendez-vous, mercredi 16 avril 2025, à 23h, heure de Doha, 15h à Dallas et 21h à Kinshasa. Pour un décryptage exclusif dans le JT diplomatique, au cœur de l'actualité internationale. Clair que dans l'entendement de Donald Trump, les méchants, ce sont les Chinois. Mais c'est oublier que les Chinois avaient, dès le départ, fait le pari de pouvoir inonder. À Kinshasa, suivez-nous sur Géopolis TV et sur notre chaîne YouTube Wanjila Connect. Activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez le débat. Pour vous, Henri-Désiré Zouzi, spécialiste en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique pour un nouveau sujet de votre magazine. Le Qatar, Doha, Djelani Forum. Nous serons en direct, en connexion entre Dallas et Doha pour parler du JT diplomatique à partir du Djelani Forum. Les conflits en Afrique, le commerce international, la diplomatie internationale, les nombreuses questions sur la géopolitique internationale vous seront analysées depuis Doha par notre invité qui n'est plus à présenter et je m'en vais saluer. Henri-Désiré Zouzi, nous vous saluons. Merci infiniment de m'accueillir. Henri-Désiré Zouzi est expert en diplomatie internationale. Il est le producteur associé du JT diplomatique. Il est encore le concepteur du networking. Mais nous allons laisser à notre participant de mieux expliquer sa présence à Djelani Forum. Henri-Désiré Zouzi, comment allez-vous? Très bien. Je vais très bien. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous depuis Doha, au Qatar. Henri-Désiré Zouzi, vous parcourez le monde, ce n'est plus à présenter. Cette fois-ci, vous êtes à Doha. J'ai fait une petite introduction, mais pourquoi vous vous retrouvez à Doha, au Qatar, et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par Djelani Forum? Le Djelani Africa Business Forum est une initiative de Madame Tania Ngo, qui est avocate de formation, de profession. Elle a été notamment formée aux États-Unis où elle a vécu assez longtemps. C'est une femme qui a une expérience internationale avérée dans de multiples domaines et elle a décidé, il y a de cela quelques années, de créer une structure pour promouvoir les investissements en Afrique.
étant de nationalité congolaise, elle a pensé qu'il était intéressant de pouvoir connecter l'écosystème économique congolais avec celui du Qatar, mais pas seulement, puisque le Jelani Africa Business Forum permet également à des pays comme l'Égypte, le Maroc, le Kenya, le Tchad, l'Afrique du Sud, de participer à cet événement pour précisément réfléchir sur la manière la plus efficace de renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine économique. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé le networking du JT diplomatique exceptionnellement à Doha. C'est une des premières fois que le networking se délocalise à l'international. Nous l'avions déjà fait auparavant à l'étranger, mais cette fois-ci, nous avons décidé d'aller dans les pays du Golfe, en l'occurrence au Qatar, pour précisément connecter ces acteurs de la vie internationale, mais également les entrepreneurs de la RDC et ceux du Qatar. Henri-Désiré Nzouzi, le networking vient de placer encore la barre encore plus haut. Pourquoi cette recherche de pouvoir créer un écosystème favorable dans le monde des affaires en République démocratique du Congo, allant même à créer des partenariats stratégiques avec les Qataris? Alors, il ne vous aura pas échappé que nous vivons dans un monde globalisé, interconnecté, où vous avez une interaction entre différents acteurs. Et c'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, en 2025. Nous devons nous mettre à niveau. Il y a des normes internationales, des exigences qui nous obligent de nous adapter. Et pour ce faire, eh bien, nous, en tout cas au niveau du Jelani Africa Business Forum et du networking, nous avons décidé de prendre tout simplement nos responsabilités. Nous sommes tous originaires de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est au cœur de la transition énergétique de ces 30 prochaines années. Je rappelle quand même, 70% des réserves mondiales de cobalt, parmi les premiers producteurs de minerais critiques. On pense évidemment au coltan, au lithium et à toute autre série de minerais critiques qui précisément sont d'une certaine manière concernés par cette révolution technologique dont on nous parle depuis plusieurs années. Nous avons pensé qu'il était important de prendre toute notre part dans cette démarche, et c'est aussi un appel que je souhaite lancer à tous les patriotes congolais, où qu'ils soient, s'ils ont des compétences particulières, eh bien, qu'ils puissent les mettre au service du pays qui en a bien besoin. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec Doha au Qatar. Nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi. Nous revenons après cet élément. Du 12 au 17 avril 2025, Doha devient l'épicentre d'un dialogue stratégique entre l'Afrique et le Golfe à l'occasion du Jelani Africa Business and Investment Forum, un événement de haut niveau placé sous le signe de la coopération économique, de l'innovation et du développement durable. Ce lundi 14 avril, au prestigieux hôtel Pullman Doha West Bay, s'est tenue l'ouverture officielle de ce forum panafricain, réunissant partenaires, investisseurs, entrepreneurs et experts venus en majorité de la République démocratique du Congo, ainsi que du monde d'affaires qatari et égyptien. L'objectif ? Présenter aux partenaires du Qatar les opportunités d'affaires en RDC, pour encourager l'investissement stratégique dans le pays. Au cœur des échanges formels et informels, les secteurs clés de la RDC tels que l'agriculture durable, les mines et l'énergie, la banque, la santé, l'éducation, le tourisme, sans oublier la logistique, les infrastructures et la transition écologique. Parmi les moments forts, l'intervention inspirante d'Anne-Sophie, jeune entrepreneur visionnaire, lors du panel numéro 2 dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation,
Incarnation du dynamisme d'une nouvelle génération africaine ambitieuse. Can contribute effectively to society, and that's why I'm really thankful for the chairman of the chamber, because he really trusted me and my colleague here to either represent him but also make sure that we promote the country the way it's supposed to be promoted. When I used to work as a diplomatic consultant, advisor to the Ministry of Communication and Media, my minister used to say that Congo is a solution country, and those solutions are also found within women. So we need to invest in that. Thank you. Le forum a été porté par Tina Go, avocate formée aux États-Unis et fondatrice du Jelani Forum, en partenariat avec Henri Désiré Zouzi, initiateur du réseau Networking. Une initiative conjointe, saluée pour son engagement à connecter les mondes d'affaires qataris et congolais. Le message est clair. L'avenir de l'Afrique se construit par la coopération stratégique, l'innovation et l'action collective. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en compagnie depuis Doha et en connexion avec Dallas, avec Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Il nous fait l'honneur d'être en connexion avec Dallas depuis Doha. Il s'agit de Malas Boulos, qui parle français. Il est venu. Cette fois-ci, c'est la bonne personne indiquée qui est venue. Quel est réellement son rôle dans sa visite dans la région du Grand Lac, en commençant par la République démocratique du Congo et après aller au Rwanda, à Kigali? Vous savez, depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier, on n'a pas beaucoup entendu les États-Unis, ou en tout cas l'administration Trump dans le dossier congolais. Il est vrai qu'il y a eu de la part de la RDC une démarche qui a consisté à jeter les bases d'un partenariat stratégique avec les États-Unis, mais jusqu'ici, nous n'avions pas reçu de réponse formelle à cette proposition. Pour la première fois, un émissaire venu spécialement de Washington est venu à la fois s'enquérir de la situation et peut-être prendre à la source, et c'est très important de le souligner, toutes les informations qui ont circulé ça et là et qui ont parfois été une source de malentendus et d'incompréhension. Donc cet émissaire est venu constater de visu ce qui se passe en RDC et écouter ce que les autorités congolaises avaient à lui dire. Il a poursuivi sa tournée, vous l'avez noté, au Rwanda, mais également en Ouganda. Je pense qu'il est rentré, il a fait son rapport et c'est une manière pour les États-Unis d'avoir une grille de lecture actualisée à la fois des enjeux et défis actuels dans la sous-région. Et là, il vient pour une médiation ou bien il vient carrément pour les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo? Quelle est la vision de Donald Trump, justement, par rapport au Grand Lac? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni pour une médiation, ni pour les minerais stratégiques. C'est pour tout simplement s'enquérir de la situation, avoir tous les éléments d'appréciation qui permettent à l'administration Trump de pouvoir se forger une opinion et peut-être même de pouvoir réfléchir sur la manière la plus efficace de s'investir si cela devait s'avérer nécessaire. Vous savez, nous ne sommes qu'au tout début d'un processus. Et Malas Boulos, lorsqu'il est allé au Rwanda, même s'il a pu en surprendre plus d'un, il a estimé que le rôle des États-Unis n'était pas de se mêler des affaires intérieures des États, en l'occurrence de la RDC. Et donc, on voit très bien que les États-Unis ont une approche plutôt prudente, mais aussi pragmatique, dans le sens où les Américains aiment toujours s'aménager une porte de sortie sans froisser ses alliés actuels ou traditionnels. Donc, il faut y voir aussi une volonté des États-Unis de pouvoir collecter et réunir un maximum d'informations avant de s'engager beaucoup plus loin. João Lourenço a mené les médiations entre la République démocratique du Congo et
le Rwanda, après avoir jeté l'éponge à plusieurs reprises, cette fois-ci s'est ressaisi en tant que président de l'Union africaine et après des tractations, Faure Gnassingbé a été désigné. La toute première question, est-ce que c'est un bon choix pour la République démocratique du Congo? Et de deux, est-ce que Faure Gnassingbé pourra réussir là où tous les autres ont échoué? Kinshasa n'a pas fait beaucoup de commentaires sur cette désignation qui doit encore être officiellement, je dirais, entérinée. Mais il se pose néanmoins un problème parce que aujourd'hui, lorsque vous observez la situation par rapport à l'est de la RDC, par rapport aux enjeux et défis, il y a plusieurs initiatives qui sont prises à l'heure actuelle, qui sont prises de manière simultanée, de façon parallèle et parfois, je dirais, contradictoire. Vous avez un processus qui est en cours ici même à Doha, même si nous n'avons pas beaucoup d'informations, les Qataris ayant une culture de la discrétion qui est profondément ancrée dans leur mentalité. Vous avez l'initiative conjointe de l'EAC et de la SADC, avec notamment la désignation des 5 facilitateurs qui, à ce jour, n'ont eu qu'une seule séance de travail. Vous avez l'initiative qui a été prise par l'Union africaine pour désigner un nouveau médiateur. Vous avez, à l'heure actuelle, ou en tout cas au lendemain des consultations en RDC, des contacts qui ont été pris pour renforcer la cohésion nationale. Vous avez l'initiative de l'Église, enfin en tout cas de la Senko et des autres confessions religieuses. Bref, nous avons un certain nombre d'initiatives qui aujourd'hui ne nous permettent pas de gagner en lisibilité par rapport aux enjeux actuels. Ce qu'il faut tout simplement espérer, c'est que si bonne volonté il y a, qu'elle puisse à un moment donné converger pour que nous puissions savoir où nous allons. Ce qui est certain, par contre, c'est que le processus qui est actuellement en cours à Doha est plutôt une bonne chose pour Paul Kagame, puisque ce dernier accord et acquis rappelle sans cesse que il s'agit d'une affaire congolo-congolaise et effectivement, lorsque vous avez des interlocuteurs qui acceptent de se parler de vive voix, même si il y a eu au préalable une volonté de mettre en place ce que l'on appelle communément des mécanismes de proximité pour pouvoir prendre les avis et considérations des uns et des autres avant de pouvoir se rencontrer directement. C'est aussi une manière de, je dirais, sortir du processus de Luanda qui, lui, pour le coup, établissait très clairement la responsabilité du Rwanda. Et ce qu'essaye de faire Paul Kagame depuis maintenant plusieurs semaines, c'est d'éluder sa responsabilité dans ce qui se passe à l'Est, dans la mesure où, de toute manière, même si le processus de Luanda était arrivé à son terme, avec notamment un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous n'avons aucune garantie que le M23 aurait respecté la lettre et l'esprit de cet accord. Donc, on voit très bien, en fait, qu'il y a une volonté d'enlisement de la part du Rwanda et une manière de pouvoir s'aménager au besoin une porte de sortie, ce qui serait totalement inacceptable. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la multiplication des initiatives risque à terme de s'avérer contre-productive et pourrait permettre au Rwanda de pouvoir, d'une certaine manière, s'en tirer à bon compte, même si, il faut bien le dire, les sanctions qui ont été adoptées à ce jour n'ont eu que très peu d'effet sur le régime de Kigali. Henri Désiré Zouzi, nous allons rentrer dans l'ordre. Vous avez Faure Gnassingbé qui a été désigné pour mener les médiations. Vous avez l'EAC et la SADC qui ont choisi les 5 facilitateurs. Et vous avez encore le Qatar qui initie des médiations. À la suite de la rencontre qui a eu lieu le 18 mars dernier, tout le monde s'en souvient, entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais. Par l'initiative du Qatar. Oui, tout à fait. Comment est organisée toutes ces initiatives? Est-ce que c'est le Qatar qui chapeaute tout? Est-ce qu'on doit se référer au Qatar? Comment ça se passe ces médiations pour que cela ne soit pas contre-productif comme vous venez de le souligner dans vos propos? Écoutez, le Qatar a pris cette initiative pour une raison très simple, c'est que le Qatar a une capacité d'influence importante sur le Rwanda, ne serait-ce que par le niveau d'engagement financier
que le Qatar a consenti au Rwanda, que ce soit dans des investissements massifs pour des projets structurants, que ce soit à travers Rwandair, dont je rappelle que le Qatar est actionnaire majoritaire, que ce soit au travers du nouvel aéroport de Kigali et toute une série de projets qui bénéficient d'un apport financier conséquent du Qatar. En même temps, il y a effectivement, et tout le monde le sait, une excellente relation personnelle entre l'émir du Qatar et le président de la République, un interlocuteur qui pense pouvoir avoir, je dirais, les arguments pour convaincre à la fois Kinshasa et Kigali de s'asseoir à la même table pour aborder ces discussions. Mais la différence, en fait, entre ce qui s'est passé le 18 mars dernier et ce qui se passe actuellement, c'est que le 18 mars dernier, vous aviez en face deux chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons en face une rébellion soutenue à bout de bras par le Rwanda et vous avez la République démocratique du Congo. Et donc, on peut effectivement s'étonner que le Rwanda ne soit pas assis à la même table pour pouvoir discuter. Vous savez, en 1998, j'étais au ministère des Affaires étrangères et je faisais partie de l'équipe des négociateurs qui ont précisément négocié et permis notamment la signature de l'accord de cessation des hostilités de Lusaka. C'était le 9 juillet 1999. Eh bien, les discussions se sont faites à l'époque entre notre gouvernement, mais également les deux principaux mouvements rebelles. À l'époque, c'était le MLC qui était soutenu par l'Ouganda et le RCD Goma qui était soutenu par le Rwanda. Et lors des discussions, vous aviez ces deux mouvements rebelles qui étaient assis à la même table que leurs parrains, et c'est avec leurs parrains qu'ils ont co-signé cet accord de Lusaka. Aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi tout cela va déboucher, mais je note qu'il serait, me semble-t-il, fort dommageable pour notre pays que la responsabilité du Rwanda qui est établie de manière formelle par différents rapports, cela est bien documenté, puisse comme ça bénéficier d'une opportunité à travers justement ces discussions directes dont on attend bien évidemment les conclusions indépendamment bien évidemment des initiatives parallèles ou simultanées que j'ai évoquées tout à l'heure en introduction. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Doha au Qatar et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, et il est parmi les organisateurs de Djelania Forum à Doha pour faire venir les investisseurs qataris en République démocratique du Congo. Nous suivons cet élément sur les différentes médiations organisées entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et nous revenons après. Le 15 décembre 2024, l'Angola tente, une fois de plus, de jouer les bons offices dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Mais l'absence remarquée du président rwandais Paul Kagame sonne comme un coup d'arrêt. L'initiative de Luanda échoue à instaurer un dialogue direct. Peu après, un nouvel acteur entre en scène, l'émir du Qatar. Doha devient l'épicentre d'un espoir fragile. Cette médiation, discrète mais diplomatiquement habile, marque une percée, perçue comme sincère par Kinshasa et observée de près par Kigali. Mais dans le même temps, la multiplication des initiatives inquiète. La SADC et l'EIAC nomment 5 facilitateurs pour appuyer la médiation. L'Union africaine, elle, désigne le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur principal. Alors, la question se pose. Trop de médiation tue-t-elle la médiation ? Les forces semblent éclater, le message brouillé. Chaque initiative part d'une bonne intention, mais sans coordination. L'efficacité se dilue, risquant de ralentir les efforts et de desservir la RDC. Dans ce climat complexe, Kinshasa avance une carte géostratégique. Proposer un accès privilégié aux minerais stratégiques aux États-Unis.
en échange d'un engagement sécuritaire pour stabiliser l'Est du pays. Une démarche inspirée du modèle ukrainien qui pourrait redessiner les équilibres régionaux. La paix se construit par des médiations, oui, mais surtout par une vision commune. À défaut, le risque est grand de voir la crise perdurer, au détriment des populations. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Doha et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi. La communauté était habituée au silence de l'ancien président de la République, l'actuel sénateur à vie, mais ces derniers temps, ses sorties médiatiques dérangent. Il a annoncé son retour en République démocratique du Congo vers la partie orientale. Nous ne savons pas, quand on parle de la partie orientale, c'est où. Certains disent que c'est Goma, c'est Bukavu, mais lui seul, l'initiateur de ces propos, c'est là où il va rentrer. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a la possibilité de pouvoir aussi de porter des analyses, sachant que les anciens présidents dans le monde sont tenus à un certain retenu dans leurs propos? Henri Désiré Nzouzi. Ouais, écoutez, le moins que l'on puisse dire, c'est que le président honoraire a retrouvé de la voix. Je note par ailleurs, et c'est quand même important de le souligner, et c'est aussi un peu malheureux qu'une certaine presse que je qualifierais de complaisante s'époumonne et s'acharne à répéter que le président honoraire était en exil depuis une année. Je ne sais pas si vous étiez-vous personnellement au courant que Joseph Kabila était en exil. Cela m'a un peu surpris, mais passons. Écoutez, on a eu à analyser de manière très rationnelle les différentes sorties médiatiques de Joseph Kabila, qui, le moins que l'on puisse dire, n'ont pas fait unanimité. Ce qui est certain, c'est que il a véritablement failli dans le sens où, en tant que président honoraire, il aurait dû effectivement s'abstenir de s'exprimer à un moment où le pays qu'il a dirigé pendant 18 ans fait l'objet d'une agression extérieure. Ces différentes interventions, ces différentes communications mal ciblées, maladroites et parfois même mal à propos n'ont fait que plonger les Congolais dans un abîme de perplexité, accréditant malheureusement, il faut bien le dire, l'idée selon laquelle ce qui se passe malheureusement à l'Est servait probablement ses intérêts. Je pense que aujourd'hui, il serait bon et vain et surtout intéressant plutôt, excusez-moi, de ne pas prêter trop attention à ce qu'il raconte, parce que vous avez malheureusement des gens qui considèrent qu'il a encore un avenir en République démocratique du Congo. Lorsque vous analysez froidement le bilan qui a été le sien, je pense qu'il serait hasardeux pour ceux qui le verraient en recours potentiel d'envisager une telle hypothèse. Pour le reste, eh bien, je pense qu'il faut le renvoyer à sa propre conscience et être extrêmement attentif à ce qui risque de suivre dans les prochaines semaines. Je n'entrerai pas dans la polémique qui consisterait à identifier le lieu où il pourrait revenir en République démocratique du Congo, mais le simple fait d'annoncer la partie orientale du territoire, bien évidemment, accrédite sérieusement l'idée qu'il y a effectivement un intérêt particulier à ce qu'il le fasse. La plupart des dossiers sécuritaires actuellement en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a eu à les gérer. Les M23, il connaît. Plusieurs acteurs, ils le connaissent parfaitement. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila parle en tant qu'opposant, ancien président ou ancien militaire ou encore ancien chef d'opération lors de l'AFDEL avec son père? À quel titre aujourd'hui il peut pouvoir dresser sa communication? Pour certains, c'est un opposant au régime Tshisekedi. Pour d'autres, il a les données sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et pour d'autres, ils vont
loin même pour dire que c'est un peu la caisse de résonance à Paul Kagame. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, je pense surtout qu'il module ces différentes interventions en fonction des différents statuts que vous venez d'évoquer, que ce soit en tant qu'ancien chef d'État, que ce soit en tant qu'opposant, ancien chef des opérations. Il est suffisamment malin que pour précisément utiliser l'une de ses casquettes pour donner son point de vue. Vous savez, il y a une loi qui protège notamment les anciens présidents de la République. Avec ses multiples sorties médiatiques, Joseph Kabila a ni plus ni moins violé toutes les dispositions relatives à cette loi. Ça part évidemment du devoir de réserve à l'ingérence manifeste dans la gestion des affaires de l'État et toute une autre série, je dirais, de maladresses dont il s'est rendu coupable. Je pense que c'est un cas qui, à mon sens, fera jurisprudence et je trouve que par ces différentes sorties médiatiques, il n'a fait qu'affaiblir la position de la RDC à l'international parce que il a pu trouver un écho favorable et une oreille attentive auprès d'anciens chefs d'État ou auprès d'actuels chefs d'État qui n'ont pas hésité à le recevoir. Je pense que de la part de ces chefs d'État en exercice qui l'ont accueilli, il y a eu, je pense, aussi une erreur d'appréciation. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul capitaine, je dirais, à bord du navire Congo. Donner l'opportunité à un ancien capitaine de s'exprimer, eh bien, c'est ni plus ni moins saper les efforts de l'actuel capitaine qui s'efforce précisément de trouver une issue à ce conflit qui n'a que trop duré. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les chefs d'État en exercice puissent se rendre compte que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en interne en RDC et que ces initiatives ne devraient en aucun cas souffrir de la moindre contestation, même interne, puisque nous sommes supposés être dans le même bateau. Henri Désiré Nzouzi, nous restons par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République. Quelle est votre observation, votre analyse par rapport à cette situation et quels sont les leviers diplomatiques qui peuvent être activés pour trouver une solution? Les leviers diplomatiques ont déjà été activés et tout le monde se souvient du travail remarquable qui a été abattu par la ministre Thérèse Kayi-Kwamba à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne, où là, pour le coup, la RDC a pu bénéficier du soutien actif de la Belgique, ce qui a permis d'ailleurs l'adoption de certaines sanctions, même si ces sanctions ne vont pas suffisamment loin. Je rappelle que l'Union européenne campe toujours sur sa position. Elle ne souhaite pas revenir sur le fameux mémorandum sur les minerais critiques. Vous avez vu aussi un certain nombre de pays membres, comme l'Allemagne notamment, qui ont pris des sanctions, notamment sur le plan économique. On a vu un ancien membre éminent de l'Union européenne, en l'occurrence le Royaume-Uni, prendre des mesures fortes. Bref, il y a effectivement des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été suffisamment loin, car pas suffisamment, je dirais, de nature à, je dirais, affaiblir Paul Kagame ou à le dissuader de poursuivre son aventurisme, je dirais, sur la partie orientale de notre pays. Il y a des initiatives qui sont en cours, nous l'avons évoqué. Il y a également des pays de premier plan, comme malheureusement, qui ne se mouillent pas suffisamment. Je pense évidemment à la Russie et à la Chine. Alors on peut considérer que la Russie est bien trop occupée sur le front ukrainien, mais tout de même, vous avez des pays comme la Chine qui pourraient quand même au moins avoir une position suffisamment forte. Par rapport à la Chine qui vend presque les mêmes armes aux Congolais et aux Français, voilà. Ils font des drones à l'un et des anti-drones au Rwanda. Comment exploiter cela? Alors, vous avez, donc je viens de citer deux membres éminents du Conseil de sécurité qui, de mon point de vue, n'ont pas suffisamment fait la démonstration qu'ils avaient une lecture à la fois proactive et pragmatique de la situation. Alors, vous allez m'objecter qu'il y a la fameuse résolution 2773 qui a été adoptée le 21 février dernier, tout le monde s'en souvient, à l'unanimité, et qui effectivement ordonne
un cessez-le-feu et demande notamment au Rwanda de quitter le territoire et au M23 de quitter les villes de Goma et de Bukavu. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette résolution n'est pas respectée parce que elle n'a pas été assortie de mesures contraignantes et c'est là que le bât blesse. On a l'impression aujourd'hui finalement que la diplomatie internationale, c'est tout simplement un catalogue de bonnes intentions. On prend date par rapport à une situation, mais on ne va pas suffisamment loin et ça pose un autre problème, c'est celui du respect, je dirais, du droit international. À quoi cela sert-il de pouvoir édicter des règles si ces mêmes règles sont foulées aux pieds de nombreux principes ou ne sont pas respectés sans que cela ne soit malheureusement suivi de, je dirais, mesures contraignantes ou de rétorsion. Et c'est là tout le problème parce que vous avez individuellement, quand vous prenez ces différents pays, on pense évidemment aux 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité qui, chacun à des degrés, à des niveaux divers, ont des intérêts avec l'un des protagonistes, on pense évidemment au Rwanda, et hésitent ostensiblement à le sanctionner. Et c'est là précisément que se situe le problème. Il y a aussi un autre problème, c'est celui, je dirais, de la nécessaire, coordination au niveau des mesures qui peuvent être envisagées. Lorsque vous avez plusieurs grilles de lecture, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mettre en place une stratégie commune qui puisse être suffisamment globale, holistique, en tenant compte évidemment de l'intérêt bien compris de la RDC. Et donc nous avons une diplomatie un peu à la carte, selon l'humeur des uns et des autres. On sanctionne 3 généraux, mais on maintient le mémorandum sur les minerais, on maintient le financement des opérations dans le Cabo Delgado, on ménage Kigali par rapport à son application en Centrafrique. Tout cela pose véritablement un problème et malheureusement ne fait que conforter Paul Kagame dans sa stratégie de pourrissement à l'est de la RDC. La sortie médiatique des prêtres catholiques et des pasteurs de l'ECC concernant les enveloppes qu'ils auront pu recevoir auprès du Rwanda et d'autres chefs d'État pour leur médiation dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est normal qu'une initiative soit prise par des églises et aller rendre visite à d'autres présidents et même Paul Kagame et recevoir des enveloppes? Sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a une explication? Donnez-nous votre lecture en tant qu'expert. Henri Désiré Nzouzi. Écoutez, je pense que l'initiative prise par le CC, la CENCO, enfin tout le groupe comment dirais-je, de religieux est tout à fait légitime. Maintenant, il faut bien se rendre compte que lorsque, à un moment donné, cette initiative bénéficie de faveurs ou de largesses financières émanant de chefs d'État, on peut légitimement douter à la fois, je dirais, de la sincérité de la démarche, mais surtout de la crédibilité de la démarche, parce que finalement, vous vous exposez inutilement. Et je suis d'ailleurs assez surpris que ce groupe de religieux ait surcommuniqué, pas seulement sur ce sujet, mais de façon générale sur leur démarche. Vous savez, il est des moments où il vaut mieux avancer dans le silence, dans la discrétion, pour éviter toute interférence extérieure. Et malheureusement, il faut bien le dire, cela fait de nombreuses années que l'Église, en général, s'est positionnée ou repositionnée en acteur politique, sortant très clairement du rôle traditionnel qui lui a toujours été dévolu. Et ce qui est encore beaucoup plus paradoxal et ironique, c'est que là où on prône pour une véritable séparation de l'Église et de l'État, on voit une Église qui, en général, évidemment, s'époumonne ou se bat pour précisément interférer dans les affaires de l'État. Ça pose un vrai problème, effectivement, et lorsque vous ajoutez ce genre d'informations, qui restent quand même à vérifier, parce que malheureusement, il faut bien le dire, les hommes de l'Église ne sont pas non plus exempts de tout reproche,
Si lorsque vous êtes en difficulté sur le plan sécuritaire, économique, et que les initiatives sont prises, lorsqu'elles donnent lieu à des polémiques de ce genre, cela ne sert pas du tout la cause du pays, très clairement. Et je pense que le pays n'en a pas besoin. Cela est déjà suffisamment compliqué qu'il ne faut pas davantage ajouter la confusion à la complexité. Je pense que ceux qui ont accepté de mener cette mission l'ont probablement fait de bonne foi, mais c'est une démarche qui a malheureusement été illustrée par de nombreuses maladresses. C'est tout ce que je peux dire à ce stade-ci, mais il est très clair que la question de crédibilité risque de se poser à terme pour cette initiative. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons depuis Doha au Qatar Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique et l'un des initiateurs du Jelania Forum qui se déroule au Qatar à Doha. Nous suivons cet élément par rapport à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et nous revenons après. Le retour annoncé de Joseph Kabila sur la scène congolaise, après un long silence médiatique et une supposée retraite à l'étranger, alimente les débats et ravive les tensions. L'ancien président, ancien chef des opérations militaires de l'AFDL, semble vouloir reprendre la parole, et peut-être même le terrain, précisément dans l'est du pays, théâtre d'une crise humanitaire et sécuritaire aiguë, dans un contexte où Goma et Bukavu sont passés sous le contrôle du M23, soutenu, selon de nombreux rapports, par le Rwanda. La présence d'un ancien chef d'État dans cette zone fragile soulève de nombreuses questions. Que cherche-t-il réellement ? Un rôle de sage, d'opposant ou un retour déguisé au pouvoir ? Pendant ce temps, les institutions ecclésiastiques comme la SENCO et le CC, autrefois voix morale de la nation, se retrouvent éclaboussées par des soupçons de financement étranger, notamment rwandais. Dans une région où les blessures de la guerre restent béantes, peut-on encore parler de médiation neutre ? Ou s'agit-il d'un brouillage stratégique des cartes, au profit d'agendas invisibles ? Alors que l'Est s'enlise dans la douleur, la population congolaise, elle, attend des réponses. Non des postures, non des ambitions personnelles, elle veut la paix et surtout la vérité. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi en connexion entre Doha et Dallas où nous sommes en train de décrypter l'actualité internationale. Paul Kagame passe à l'offensive. Nous le connaissions, il ne parlait pas souvent, mais sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous le sentons à l'offensive parce que c'est pour la première fois depuis qu'il dirige le Rwanda qu'il puisse avoir tout un lot de sanctions et concernant des brimades. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation, Henri Désiré Nzouzi? Bon, je pense que Paul Kagame montre les signes de fébrilité. On se demande même où est passé son flegme légendaire. Comment se fait-il que aujourd'hui il soit affecté d'une telle logorée ? On ne l'a jamais vu s'exprimer avec autant de véhémence, ce qui traduit véritablement un manque criant de confiance. Et je pense que même si les sanctions qui ont été adoptées, de mon point de vue, ne me semblent pas aller suffisamment loin que pour atteindre vraiment de plein cœur son régime, il garde encore des soutiens à l'international, on ne va pas se mentir. Vous savez, lorsque Malas Boulos va à Kigali et semble tempérer ses propos après avoir été extrêmement ferme à Kinshasa, on voit qu'il y a une volonté de ménager Kigali. Donc,
Paul Kagame a de bonnes raisons de vouloir continuer à se défendre, même s'il continue à le faire de manière maladroite en dépit du bon sens. Il peut encore compter aujourd'hui à l'international. Est-ce qu'ils ne se sont pas humiliés du fait qu'il soit sanctionné à cause de la République démocratique du Congo et surtout à cause de Félix Tshisekedi? Il n'a pas été sanctionné, je suis désolé. Ceux qui ont été sanctionnés, ce sont les quelques petits généraux. C'est vrai qu'il y a eu des mesures du Royaume-Uni. Ils se sont peut-être intouchables. Bah oui, il se sentait intouchable. Il a perdu de sa superbe, mais il n'a pas perdu ses alliés. Il faut faire très attention parce que je crois qu'une des erreurs que nous commettons, notamment en RDC, c'est de comme ça célébrer des victoires qui en fait sont éphémères. Quand vous avez une victoire, vous devez l'amplifier, vous devez la confirmer, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan diplomatique. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers parce que quand vous le faites, eh bien, vous permettez à votre adversaire de se réorganiser. Et c'est exactement ce que Paul Kagame est en train de faire avec le soutien actif, eh bien, d'acteurs internationaux qui continuent à croire en lui. Je crois qu'il faut être très lucide à ce niveau. Les États n'ont que des intérêts. Lorsque nous remarquons, le Rwanda vient d'interrompre les relations diplomatiques avec la Belgique et elle a même fermé une école belge à Kigali. Est-ce que le Rwanda ne se sent pas affaibli? Parce que là, vous êtes en train d'expliquer que le Rwanda n'a pas encore perdu de sa superbe, il garde encore des bonnes relations. Est-ce que quelque part, il y a des signes, il y a des éléments que Paul Kagame est en train de voir que d'autres ne voient pas? Mais je viens de vous répondre en vous disant que Paul Kagame a encore des soutiens à l'international. Enfin, ça coule de source en fait, parce que depuis le début, cette arrogance qu'il affiche ostensiblement, même si elle a été tempérée ces dernières semaines par un certain nombre de mesures fortes qui ont été prises contre son régime, mais cela ne l'a pas affaibli. Le fait qu'il se lance dans des logorées racontant un peu tout et n'importe quoi pour se défendre, un peu à l'image d'un serpent à qui vous coupez la queue et qui commence à mordre sur tout ce qui bouge, il a des garanties, il continue à avoir des assurances de certains alliés qui, ce sont les mêmes, qui parlent à Kinshasa et qui lui parlent également. Donc, je crois que nous devons cesser de focaliser là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la capacité que les Congolais, que la RDC peut, pour infléchir à la fois cette position de Kigali, en ayant notamment des arguments à faire valoir pour que les intérêts bien compris des Congolais soient pris en considération. C'est ça qui est important. Kagame, c'est de bonne guerre. Il se défend, il raconte n'importe quoi, il y a une audience prête à l'écouter pour cela. C'est à nous de faire la démonstration que nous pouvons contrer cela. Vous savez, l'épisode malheureux du report du concert du 7 avril montre que si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, vous perdez la bataille de la communication. Et je pense que de ce point de vue-là, nous devons être extrêmement attentifs, vigilants, et être en capacité d'anticiper sur les mauvais coups qui nous sont réservés, plutôt que de nous lamenter sur éventuellement telle ou telle initiative prise par le Rwanda avec la complicité de ses alliés, réels ou supposés. Donc, nous devons être à la manœuvre, nous ne devons pas subir les événements, nous devons anticiper, nous devons porter des coups, parce que, encore une fois, je le dis, la transgression, quelquefois, dans les relations internationales, permet de faire bouger les lignes, et c'est à cette condition-là, et à cette seule condition, que l'on pourra se faire respecter. Henri Désiré Nzouzi, les tensions entre le Mali et l'Algérie, est-ce qu'il n'y a pas des éléments cachés que l'on ne sait pas expliquer? Henri Désiré Nzouzi. Vous savez, la relation entre le Mali et l'Algérie est très très compliquée. L'histoire de ces 30, 40, 50 dernières années montre que au plus fort de la crise politique et sécuritaire interne en Algérie, vous avez des figures importantes de la résistance ou de l'opposition qui avaient trouvé refuge au Mali. Donc il y a toujours eu une tradition d'échange entre ces deux pays. Et même lorsque les différents régimes se sont succédés
en Algérie, il y a toujours eu une proximité relationnelle forte sur le plan militaire et sécuritaire entre les deux pays. Ce qui a changé, évidemment, c'est que depuis les fameux accords d'Alger, qui avaient tenté de mettre un terme justement à la situation qui prévalait dans le nord du Mali, on a vu successivement le Mali porter des accusations très fortes contre l'Algérie, la soupçonnant même de servir de base arrière aux différents mouvements qui déstabilisaient la partie nord du Mali. Récemment encore, tout le monde s'en souvient, il y a eu une cinglante défaite qui avait été infligée à l'armée malienne dans l'extrême nord du pays, c'est-à-dire dans le sud de l'Algérie, accréditant l'idée de collusion entre ces mouvements et Alger. Aujourd'hui, eh bien, nous avons une situation totalement inédite où, pour la première fois, vous avez, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, un front commun qui s'est mis en place, puisque je rappelle que ces trois pays ont décidé ensemble de rappeler leur ambassadeur. Mais l'exercice a ses limites parce que, paradoxalement, eh bien, l'AES connaît sa première crise interne, puisque le Burkina et le Niger ont petit à petit adopté une grille de lecture sensiblement différente de Bamako. Je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on reprenne ces esprits. Il faut que Alger et Bamako puissent créer les conditions d'une normalisation qui ne serait que bénéfique pour toutes les parties. Mais je pense aussi qu'il est important de pouvoir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire revenir, je dirais, aux vertus d'un dialogue qui peut s'avérer constructif et qui pourrait poser les bases d'une normalisation durable. Henri Désiré Nzouzi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président avec 90,35% de voix, selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur gabonais. Un mot par rapport à ces élections, c'était déjà prévisible? Bon, d'abord, le taux pourcentage n'est pas très sérieux. Je veux dire, en 2025, il faut aller au Rwanda pour avoir de tels chiffres. Hein. Je rappelle qu'il y a un an ou un an et demi, Kagame s'est fait élire avec 98,99%. Enfin, tout cela est très risible. Mais bon, le président élu au Gabon vient, à mon sens, de créer un fâcheux précédent après avoir promis au lendemain de sa prise de pouvoir qu'il ne se présenterait pas. Il a initié un pseudo-dialogue intérieur qui finalement l'a incité à se présenter directement. Bon, le peuple gabonais a tranché. Nous verrons maintenant comment les choses vont s'articuler. Il est très difficile de se mettre dans la tête des Gabonais. Nous verrons si le fait d'avoir décidé de confier leur destin au nouveau président élu, eh bien, s'avérera payant. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Doha au Qatar et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi qui participe au Jelania Forum à Doha. Il est notre participant à ce programme. Nous allons à la régie suivre cet élément par rapport à l'actualité internationale en Afrique et nous revenons après cet élément. Les tensions montent sur le continent africain et l'onde de choc se fait sentir de Kigali à Libreville. Au Rwanda, la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique marque un tournant brutal. En expulsant les diplomates belges et en suspendant l'école belge de Kigali, Paul Kagame ne laisse place à aucune ambiguïté. Pour lui, l'ancienne puissance coloniale a choisi son camp, celui de Kinshasa, dans un conflit régional où les lignes sont de plus en plus brouillées. Les accusations de soutien au M23, les sanctions occidentales et la réaction virulente de Kagame nous rappellent à quel point la diplomatie peut devenir explosive lorsque les intérêts géopolitiques s'entrechoquent. Plus au nord, le Mali et l'Algérie s'enfoncent dans un bras de fer silencieux.
Héritière d'une guerre contre le terrorisme qui a redessiné le Sahel, Alger est aujourd'hui accusée d'interférence. Entre soupçons de soutien aux groupes armés et enjeux énergétiques à la frontière, l'équilibre est fragile. Et pendant ce temps, au Gabon, la transition militaire se transforme en légitimité électorale. Brice Oligui Nguema, fort d'un score écrasant de 90%, s'installe dans un fauteuil présidentiel laissé vacant par un Bongo affaibli. Mais cette victoire reflète-t-elle réellement la volonté du peuple? Ou s'agit-il simplement d'un nouveau chapitre dans un vieux livre de pouvoir? L'Afrique est en ébullition. Et plus que jamais, les peuples regardent, questionnent et espèrent. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Doha et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi. Les États-Unis d'Amérique avec le président Donald Trump fait bouger le monde. Nous avons été surpris avec les tarifs douaniers en main. Donald Trump étant heureux, il dit que c'est l'indépendance des États-Unis d'Amérique qui a été injustement surtaxée et la balance commerciale américaine étant déficitaire, il vient réarranger les choses. Nous commençons avec la surtaxation et des droits de douane. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que Donald Trump a raison? Parce que déjà, les lignes bougent. Il y a certains pays qui viennent renégocier leur contrat avec les États-Unis d'Amérique. Bon, il y a deux choses. La première, c'est que Donald Trump a une vision du monde qui malheureusement date de la guerre froide. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les bons, les gentils, et de l'autre, il y a les méchants. Aujourd'hui, il est clair que dans l'entendement de Donald Trump, les méchants, ce sont les Chinois. Mais c'est oublier que les Chinois avaient, dès le départ, fait le pari de pouvoir inonder le monde de produits manufacturiers à très bas coût avec une main-d'œuvre extrêmement bon marché qui ont fini par rivaliser avec les produits américains et européens. Et donc, dans cette situation accentuée et amplifiée par la mondialisation, vous avez effectivement une forme de concurrence déloyale qui s'est progressivement mise en place. Mais dans le même temps, les Européens et les Américains ne s'en sont pas plaints, puisque depuis toutes ces longues années, on le voit notamment dans le domaine des semi-conducteurs et des nouvelles technologies, on a vu l'Europe et les États-Unis continuer à se fournir en matériaux spécifiques auprès de la Chine. En réalité, Donald Trump pense que les États-Unis ont été la victime expiatoire sur le plan économique ces dernières années. Ce qui est assez contradictoire parce que s'il y avait un pays aujourd'hui qui frôle le plein emploi et qui bénéficie d'une croissance plutôt encourageante, ce qui d'ailleurs montre que le bilan économique des 3 derniers présidents américains, je mets bien évidemment Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden, avant le retour évidemment de Trump, c'est un bilan qui a plutôt été positif, indépendamment du fait que vous avez une partie de l'Amérique plutôt ouvrière qui effectivement a été déclassée. Et c'est cette Amérique-là qui a voté massivement pour Donald Trump et qui espère de Donald Trump des mesures fortes pour essayer de rétablir un certain équilibre. Sauf que cet équilibre qui est attendu risque de ne pas se produire puisque dans cette guerre de surtaxation, même si vis-à-vis des Européens, vous avez cette suspension de 90 jours qui a été consentie, à l'exception notamment de certains secteurs, comme notamment la sidérurgie lourde, l'acier, etc. Vous avez quand même potentiellement, et là je reviens évidemment sur la guerre que livre actuellement Trump à la Chine, vous avez potentiellement une hausse considérable. Oui, parce que la Chine ne veut pas lâcher, la Chine vraiment s'oppose. C'est réciproque. C'est réciproque, mais il y a quand même 2 autres problèmes que semble visiblement ignorer Donald Trump. Le premier, c'est que la Chine détient un quart de la dette américaine et la Chine est le principal fournisseur de terres rares aux États-Unis. Donc la Chine dispose à l'heure actuelle de moyens de pression et de rétorsion qu'elle pourrait
à tout moment mettre sur la table. Et je ne vois pas comment est-ce que Donald Trump pourrait répondre à cela, parce que aujourd'hui, même si il y a une alternance assez manifeste entre le bluff, la menace, le bâton et la carotte, hein. Il l'annonce de manière brutale et violente, il se ravise, il revient sur sa parole, il teste, il jauge les opinions, il s'adapte finalement aux différentes réactions pour affiner sa stratégie. Il a réussi à imposer un tempo qui donne des sueurs froides aux Européens et au reste du monde. Et je veux dire qu'à ce petit jeu-là, il est plutôt bon. Ce qu'il faut plutôt aujourd'hui espérer, c'est que tous les contre-pouvoirs qui semblent s'organiser sur le plan intérieur aux États-Unis puissent effectivement être en capacité d'agir. Et je pense que cela a déjà commencé. Vous avez vu comment est-ce que les marchés ont réagi aux États-Unis. On pense évidemment à l'indice boursier, le Dow Jones, mais aussi le Nasdaq, qui est l'indice boursière des valeurs technologiques, n'ont pas très bien réagi au lendemain des premières mesures, ce qui potentiellement aurait affecté la compétitivité des États-Unis sur le plan économique mondial. Donc, je pense que malgré, je dirais, cette propension à théâtraliser à la fois ces décisions, je pense qu'il y a quand même dans l'entourage de Donald Trump des gens qui lui font observer respectueusement que cette ligne maximale, Même Elon Musk n'est pas de cet avis. cette ligne ne peut pas tenir très longtemps parce qu'il y a un moment où cette ligne risque de compromettre et de fragiliser les fondements même d'une Amérique que Donald Trump espère retrouver sa grandeur. Mais ce n'est pas le meilleur moyen d'y parvenir. Henri-Désiré Nzouzi, au Qatar, les États-Unis ont changé le temps contre la Russie. Les États-Unis vont maintenant donner du renseignement et des armes à l'Ukraine. Comment expliquez-vous ce changement de posture? Mais, vous savez, depuis le 20 janvier, nous sommes habitués à ces changements de posture. Ils passent d'un extrême à l'autre. On avait compris que son rapprochement avec la Russie était une priorité et qu'elle était de nature à pouvoir faire fléchir Moscou pour l'inciter à lever le pied en Ukraine et à créer les conditions d'un dialogue qui pourrait aboutir à une paix durable, mais il n'en est absolument rien. Vous savez, Vladimir Poutine, ce n'est pas un enfant de cœur, hein. Vous avez quand même avec vous en face quelqu'un qui a fait toute sa carrière au KGB, hein, l'actuel FSB, qui connaît parfaitement les méandres de la guerre froide, qui est un produit fini de cette époque et qui a accédé aux plus hautes charges de l'État, qui a côtoyé une demi-douzaine de présidents américains et qui sait comment fonctionne l'Amérique. Et je pense que du point de vue du Kremlin, le président Trump est, je voudrais pas être irrespectueux, mais a plutôt le statut d'un bouffon. Et donc, Moscou a plutôt tendance à dire ce que veut entendre Trump. Et malheureusement, lorsque Trump prend pour argent comptant ce que lui dit Poutine, eh bien, il ne peut effectivement que se retrouver dans une situation délicate. Je l'ai dit lors de notre précédent échange, Donald Trump, sur le dossier ukrainien, joue sa crédibilité. Et lorsqu'il est face à un mur, lorsqu'il est dans une impasse, eh bien, c'est là qu'il recommence à recourir à l'intimidation. Là, maintenant, il menace la Russie parce qu'elle ne veut pas discuter et en guise de représailles, il arme l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine a réussi à cibler des installations russes grâce à du matériel livré par les États-Unis. Dans le même temps, il menace l'Ukraine parce que l'Ukraine fait la fine bouche par rapport au deal qui a été proposé sur les terres rares. On ne sait plus très bien à quel sein se vouer avec Donald Trump. Et c'est ça qui est problématique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire de l'Amérique, et Dieu sait que c'est une histoire
douloureuse, hein, qui a parfois été émaillée de moments beaucoup plus glorieux, hein, où l'Amérique a pu afficher de manière ostentatoire sa position, mais pour la toute première fois dans l'histoire de l'Amérique et de ce monde, eh bien, les États-Unis sont véritablement perçus comme une menace à la sécurité du monde à cause des prises de position, des décisions, à cause d'un certain nombre de menaces qui sont proférées par son président. Et c'est une situation qui est totalement inédite. Et la seule manière de trancher cette question, eh bien, c'est d'être encore un peu patient avec notamment les élections de mi-mandat de 2027, où là, on verra si la majorité républicaine pourra se maintenir. Nous avons des démocrates qui sont plutôt silencieux, hein, qui sont dans une sorte de mutisme assez paradoxal et qui préfèrent s'appuyer sur les quelques initiatives et sur les quelques tentatives que les contre-pouvoirs qu'il reste à l'Amérique, c'est-à-dire les juges, les syndicats, les corporations, pour essayer de résister justement à cette politique qui s'avère dévastatrice, hein, pour le tissu économique américain, eh bien, qui essaie de s'organiser. Autrement, je ne vois pas comment est-ce que les Européens pourraient utiliser des contre-mesures pour, je dirais, tempérer les ardeurs de Donald Trump. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons depuis Doha au Qatar Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique et l'un des initiateurs du Jelania Forum qui se déroule au Qatar à Doha. Nous suivons cet élément et nous revenons après. Washington hausse le ton, encore une fois. Le président Donald Trump vient d'annoncer une nouvelle vague de taxes douanières, visant principalement la Chine, mais également d'autres partenaires commerciaux jugés déloyaux. Officiellement, il s'agit de protéger l'industrie américaine, de relocaliser la production et de rétablir une balance commerciale jugée trop déficitaire. Mais derrière cette rhétorique, c'est une nouvelle phase de la guerre commerciale qui s'ouvre. Avec Pékin, le bras de fer se durcit. Semi-conducteurs, voitures électriques, acier, produits agricoles, tout y passe. La Chine riposte, évidemment. Résultat, instabilité des marchés, incertitude sur les chaînes d'approvisionnement et pression accrue sur les économies émergentes. Les effets se font déjà sentir. Hausse des prix à la consommation, recul des investissements, tension sur les exportations agricoles américaines. Le consommateur américain, au nom du patriotisme économique, paie plus cher et plus souvent. Face à ce climat de tension, plusieurs pays ont déjà fait le déplacement à Washington. Le Japon, l'Inde, le Brésil et même l'Union européenne tentent de négocier des exemptions ou de nouvelles conditions bilatérales. Mais au fond, ce durcissement n'est-il pas aussi un message de campagne, un signal à l'électorat industriel de Trump, pour lui rappeler que l'Amérique vient toujours en premier, même si le monde, lui, en paie le prix. Henri Désiré Nzouzi, nous allons terminer par un mot par rapport au Jelania Forum. Comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé et quel est l'objectif poursuivi par cette activité à Doha au Qatar? L'objectif poursuivi, je l'ai évoqué en introduction, c'est de créer les conditions d'un partenariat durable entre les écosystèmes économiques et financiers congolais et qataris. La RDC est une terre d'opportunités et qui mieux que ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires qui sont des hommes et des femmes de terrain pour pouvoir vendre le label RDC au Qatar. Et donc, nous avons eu cette opportunité extraordinaire de pouvoir discuter avec le patronat qatari, avec les différentes chambres de commerce, avec des acteurs qui sont en quête d'investissement et
d'opportunités d'investissement en RDC, cela a été aussi et surtout une opportunité pour les entrepreneurs congolais de pouvoir présenter leur savoir-faire en essayant de trouver des partenariats susceptibles de pouvoir précisément créer les conditions d'une croissance de leur activité. Il y a eu des panels, il y a eu des pitchs qui ont permis justement à ces acteurs de s'exprimer. Il a aussi été permis, hein, notamment à des hommes d'affaires égyptiens qui étaient invités à ce forum, mais également sud-africains, marocains, de pouvoir, s'interroger sur la manière la plus efficace de renforcer la coopération sud-sud en développant, des partenariats entre pays du Sud, en ayant notamment un focus sur les pays du Golfe et en rassurant le Qatar notamment sur les garanties que la RDC en tant que terre d'opportunité pouvait apporter aux hommes d'affaires et aux investisseurs qataris, à l'aune évidemment de l'amélioration du climat des affaires. Toutes ces questions ont été abordées et c'est dans des échanges à la fois productifs, fructueux et mutuellement profitables que nous avons réussi à jeter les bases d'une coopération durable. Nous verrons assez rapidement comment les choses s'articuleront dans les prochains mois. Je vous informe par ailleurs qu'un mémorandum d'entente a été signé entre Jelani Forum, donc entre Madame Tania Ngo, qui préside cette structure, avec notamment le président de l'Egyptian Arabian Businessmen Association, qui est cette association d'hommes d'affaires égyptiens, mais qui regroupe aussi des pays africains, puisque c'est une structure qui est présente dans 23 pays et qui regroupe plus de 400 entreprises. Ce partenariat qui a été, concrétisé par ce mémorandum d'entente permettra désormais à Jelani de se positionner comme un facilitateur d'affaires et en tant que networking du JT diplomatique, nous entendons bien évidemment poursuivre cette collaboration que nous considérons comme profitable d'abord, mais surtout très important, susceptible d'aider la RDC à se positionner dans le peloton des nations émergentes. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. De partout, vous avez suivi, nous étions en connexion entre Doha au Qatar et les États-Unis d'Amérique à Dallas, où nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique et participant au Jelania Forum avec le networking. Il nous a fait l'honneur d'être notre hôte dans ce programme. Nous avons parlé de l'actualité internationale. Restez branchés à nos programmes et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.